Bienvenue encore une fois de plus. Nous avons la conférence de ce matin. Nous avons la joie d'accueillir professeur Dominique Bonnet-Fernandez. Professeur Dominique Bonnet-Fernandez, elle a une habilitation à diriger la recherche, un doctorat en sciences de gestion de Aix-Marseille Université. Elle a aussi un Master of Business Administration, un MBA de l'école HEC Montréal au Canada. Elle a un Master in Management de McGill University à Montréal au Canada. Elle est enseignante et chercheur à l'IPAG, à Business School Paris. Elle est aussi chercheur associé, affilié plutôt au Centre de recherche sur le transport et la logistique, Aix-Marseille Université. Elle est aussi membre élu du conseil d'administration de l'Institut national de l'économie circulaire. J'ai reçu beaucoup de participants, notamment qui m'ont écrit en privé en me disant, écoutez, le thème de ce matin, c'est un thème intéressant qui parle de l'économie circulaire. Et donc, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir Dominique, qui va nous parler de ce thème important. Sans plus tarder, chers collègues, Dominique, à vous la parole. Eh bien, merci beaucoup, Patrick. Donc, je souhaite en premier lieu remercier Patrick Chamba Bengela pour son invitation. Je suis très honorée de présenter une partie de mon travail, de mes recherches et des réflexions sur l'économie circulaire, qui est un sujet, je pense, innovant et fédérateur pour nous tous. Donc, j'ai bâti ce PowerPoint pour essayer de vous donner le maximum d'informations, de liens et de ressources, y compris dans les annexes, pour que vous puissiez poursuivre cette réflexion. Effectivement, vous aurez le PowerPoint, vous pourrez vous en servir comme vous voulez pour vos enseignements, vos recherches. Moi, je serai ravie de coopérer sur un échange de ressources et de moyens, même de discussion. La présentation, elle est conçue normalement pour durer une trentaine de minutes. Donc, je vais essayer de tenir ce délai parce que le sujet est tellement vaste. Ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de vous donner l'essentiel. Alors, sur certains slides, je vais passer très vite. Je ne sais pas si vous préférez qu'on pose toutes les questions à la fin plutôt qu'au fur et à mesure. Peut-être que c'est mieux. Et puis voilà, pour ceux qui auront à la fin de la conférence pas de questions, si vous voulez partir, quitter la conférence, il n'y a aucun souci. Et je resterai avec ceux qui voudront prolonger un petit peu les discussions. Votre avis, votre perception, vos commentaires, votre vécu en Afrique, etc. Moi, ça m'intéresse énormément. Donc voilà, j'espère qu'on pourra échanger aussi de ce point de vue-là. Très bien. Donc, est-ce que vous voyez donc les diapos qui passent? On va directement à la diapo numéro 3. Exactement, oui, ça va, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, en fait, un point très rapide sur le contexte global. Donc, toute notre communauté internationale est consciente de l'intérêt, de la nécessité de lutter collectivement contre le changement climatique. Là, je vous ai juste mis le lien des Nations Unies vers les objectifs de développement durable. Moi, je commence mes cours en général par les ODD, parler des 17 objectifs du développement durable que les Nations Unies nous ont fixés, s'approprier ça à notre niveau, à notre échelle, dans nos métiers, etc. C'est un bon point de départ pour, on va dire, avoir un référentiel commun. L'idée, donc, c'est de proposer un nouveau modèle de croissance qui soit davantage et tout à fait même en harmonie avec les équilibres naturels de notre environnement, nos écosystèmes, et que ce développement économique se fasse non pas au détriment, mais au contraire en contribuant peut-être à la préservation pour dire simplement, de la planète, de notre environnement, et cela avec la responsabilisation des citoyens et des consommateurs. Donc, il convient d'adapter un modèle productif, un modèle de transformation, mais aussi un modèle de distribution
de logistique, transport, etc., qui soit conciliable, compatible avec une croissance, mais pas n'importe quelle croissance. Et donc, il s'agit, l'enjeu, ça va être, comme le dit l'Institut Montaigne, qui est un think tank, de réconcilier la croissance avec notre environnement. Ce qui est intéressant dans les modèles de l'économie circulaire, c'est que justement, ça permet de répondre à cet enjeu. Toutes les parties prenantes vont être considérés acteurs, on va dire, les pouvoirs publics bien sûr, mais les entreprises, la société civile, et moi j'ai envie de dire aussi les écoles, les centres de recherche, les incubateurs, les ONG, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et tout cela ne doit pas être cloisonné, mais doit au contraire trouver des solutions de rapprochement et d'interaction permanente, parce que c'est comme ça qu'on va créer cette économie circulaire. Donc, on doit quitter un modèle linéaire qui s'oppose au modèle circulaire. Ce modèle linéaire, c'est le modèle classique, extraire des ressources, produire, consommer, puis jeter. Et donc, quand on va passer à un modèle circulaire, eh bien, il y a une boucle qui fait qu'après la consommation, on repart vers la revalorisation, le recyclage. Et donc, ce modèle circulaire évite les déchets, le gaspillage et tous les extrants du système redeviennent des ressources pour refabriquer, reconsommer, etc. Et donc, ce nouveau système... Vous n'avez pas vous... va permettre de très grandes opportunités de création, de conversion d'entreprises aussi, puisqu'on va créer effectivement des entreprises ad hoc qui vont gérer les nouveaux modèles d'anti-gaspillage, etc., même des startups, des applications, etc. Mais les entreprises existantes, elles doivent opérer un virage, une conversion vers justement ces modèles durables. Donc, pour ce premier slide, je vous ai mis la source parce qu'il y a pas mal de choses. C'est l'Institut Montaigne et puis les publications qu'ils font sur notamment l'économie circulaire. Alors, si on passe très vite, parce que le but, ce n'est pas de vous donner trop de théories, etc. L'économie circulaire, vous l'avez compris, c'est un système économique d'échange et de production. Donc, on continue toute une dynamique d'échange, de transactions, etc., mais qui a tous les stades du cycle de vie des produits, c'est-à-dire depuis la conception, le design, l'éco-conception du produit, vise à augmenter à la fois l'efficacité de l'utilisation des ressources, c'est-à-dire le produit doit être solide, durable, réparable, donc c'est efficacité de l'utilisation, issue du recyclage, mais aussi diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus, à tous les niveaux, des travailleurs, des consommateurs, etc. Ça, c'est la définition de l'ADEME. Et moi, j'ai rajouté en bleu tout au long de la chaîne de valeur qui devient circulaire et durable. C'est-à-dire, on n'est plus sur une chaîne linéaire, on est sur une chaîne qui devient circulaire puisqu'elle va être dans un modèle de recyclage, réparation, etc. Et après, j'ai pris... une autre définition qui vient du VRAP, qui est donc une association qui milite pour l'économie circulaire au Royaume-Uni. C'est une alternative à l'économie traditionnelle et linéaire. L'économie circulaire utilise les ressources le plus longtemps possible, les exploite de manière optimisée, récupère tous les déchets, répare, recycle pour créer de nouveaux produits et matériaux à chaque fin de cycle de vie. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu définition et théorie. Alors, l'économie linéaire, on y est encore beaucoup. On est loin d'être sur un modèle qui est devenu circulaire, mais on tend vers ça. Alors, l'économie circulaire, c'est donc extraire, produire, distribuer, consommer, jeter. Donc, c'est le petit schéma qui est en bas. La ressource naturelle, on la voit comme infinie. C'est-à-dire, il y a des ressources pour toujours. Des ressources, la Terre devrait pouvoir nous fournir tous les minerais, etc. pour toujours. Mais non, on sait que ce n'est pas vrai. Donc, on utilise ces matériaux, on fabrique, on distribue, on utilise. Et puis après, on a des déchets à l'infini. La planète donc, serait considérée comme un réservoir inépuisable et même une poubelle. On a des statistiques. Alors, bon, il y a des tableaux sur les sites de l'ADEME, etc. Là aussi, vous pourrez, ceux qui sont intéressés par le sujet, aller voir les statistiques. 65 milliards de tonnes de matières premières vont entrer
dans le système économique chaque année, mais 60% de ce qui est en fin de vie finit dans des décharges. Ça veut dire que 60% de ce qu'on produit en termes d'utilisation des matières premières n'est pas valorisé. Donc, on peut le voir comme une menace, mais on peut le voir aussi comme une opportunité de justement créer des modèles de récupération, de tri, de quelque chose, de recyclage, etc. Et donc, d'opportunités de création d'entreprises et d'innovation. Dans le même temps, on sait que le prix des matières premières et de l'énergie sont en croissance, mais c'est normal parce qu'avec une raréfaction, avec les marchés, etc., on voit bien que on atteint des limites. Les terres rares et les métaux précieux sont en réduction et donc, aujourd'hui, on détruit l'environnement avec l'extraction, l'enfouissement, la non-gestion des déchets. Donc, il est vraiment question, pour l'instant, on parle toujours de déchets et de gestion non optimisée des déchets, mais tout cela devrait être repris sous un nouveau paradigme qui est celui de tout ce que nous avons fini de consommer n'est pas un déchet, mais doit être quelque chose. Voilà, donc on va pas, ça serait une autre présentation, mais les déchets peuvent être triés, réutilisés, recyclés, réparés. Ils peuvent être aussi brûlés pour créer de l'énergie. Et c'est vraiment des déchets comme les déchets nucléaires qu'on ne peut absolument pas recycler, qui vont constituer cette base irréductible en fait de déchets. Mais tout le reste, on est censé savoir le réutiliser. Ça, c'est les principes de l'économie, donc circulaire. Donc la prochaine diapo, elle nous vient encore de l'Institut Montaigne, c'est de dire que l'économie linéaire à gauche, extraction des ressources, transformation, consommation, déchets, on passe vers l'économie circulaire, c'est-à-dire transformation, consommation, production de déchets, utilisation des ressources, transformation, consommation. Et donc, on est sur une boucle pérenne, presque pas éternelle. Il y a de petites déperditions dans le cycle, mais globalement, on est sur la réutilisation des matières premières à l'infini. L'aluminium, tous les métaux, etc. Même voilà, le plastique. Le carton, le papier, etc., le bois devrait pouvoir être réutilisé, réparé, recyclé d'une manière ou d'une autre. Alors, là, alors, c'est un schéma de l'ADEME que vous allez retrouver sur le site de l'ADEME. Je l'ai appelé une chaîne de valeur circulaire. Parce qu'on part tous aussi sur, on a tous étudié la chaîne de valeur de Porter, donc c'est une chaîne qui est horizontale, mais en effet, grâce à tous ces modèles de durabilité, on va se retrouver avec des chaînes qui vont être pérennes et infinies. Donc, on va dire que l'économie circulaire a 3 domaines d'action. En orange, la gestion des déchets, en bleu, l'offre des acteurs et en vert, la demande et les comportements des consommateurs. Tout ce qui est gestion des déchets, on va l'appeler le recyclage. Tout ce qui est offre des acteurs, ça s'appellera l'approvisionnement durable, les achats durables des industriels, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale et l'économie de fonctionnalité dont je reparlerai tout à l'heure. En vert, donc c'est la demande, la consommation doit être responsable. Il faut qu'on comprenne ce qu'on achète et l'impact de ce qu'on achète sur notre environnement. Pour ça, il faut qu'on soit un peu aidé, il faut des formations peut-être, il faut que les écoles, il faut qu'il y ait des labels, il faut peut-être qu'il y ait des sensibilisations qui soient faites. Et ensuite, c'est l'idée d'allonger la durée de vie des produits par le réemploi, c'est-à-dire on va réutiliser des pièces détachées, on va réparer jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'obsolescence programmée au passage, on répare et puis on peut réutiliser les produits d'occasion, etc., pour les maintenir en vie. Donc, pourquoi je vous donne ce schéma? Parce que pour moi, à chaque étape de la chaîne de valeur, il y a des opportunités de business model, c'est-à-dire qu'il y a des modèles d'affaires à créer pour créer des appros durables pour que les entreprises puissent trouver facilement les bons appros, les bons achats en fait pour leur. Moi, je prends même l'exemple de mon école puisque je me suis intéressée à la manière dont mon école achète tout ce qu'elle doit consommer. Et en fait, on n'a pas de centrale d'achat des écoles qui permettrait d'avoir des achats durables, des achats, par exemple, de papier recyclé, de cartouches d'encre, du mobilier. Tout ça, pour l'instant, et pourtant,
on est tous très conscients du problème, ben on a du mal parce que il n'y a pas de site ou de référence, de place de marché qui nous permettrait d'avoir des approvisionnements plus durables. Racheter du matériel d'une autre école, par exemple, pourquoi pas? On n'est pas obligé de tout acheter tout neuf et que ça vienne du bout du monde. On pourrait peut-être faire travailler de l'économie sociale, on pourrait faire travailler Emmaüs, on pourrait trouver des solutions alternatives, ce qu'on appelle les approvisionnements durables. Donc là, il y a des opportunités de créer des affaires, des entreprises. L'éco-conception, c'est pareil, c'est réinventer des produits qui soient conçus avec des matériaux naturels, recyclables, réparables. L'écologie industrielle, bon, c'est quoi? Ben, c'est que les entreprises d'une même zone industrielle devraient coopérer. Ce qui est les déchets de l'un pourraient être les entrants pour un autre qui se créerait parce que justement, il y a tous ces déchets de plastique issus de l'industrie d'à côté et nous, ben, on sait en faire quelque chose. On a trouvé un brevet qui nous permet de valoriser ces déchets et de créer une nouvelle industrie. Et pourquoi la dimension territoriale est très, très importante? Alors, je n'aurai pas trop l'occasion de le développer dans ce schéma, dans ce PowerPoint, mais le territoire, c'est-à-dire ben c'est la région, le département, le découpage un peu administratif ou urbain du lieu où nous vivons, c'est la bonne échelle. C'est-à-dire que faire de l'économie circulaire, c'est difficile de le faire au niveau national. C'est plus simple de collecter et de transformer dans un rayon de 100 km, par exemple, ou de 300 km. Mais ça ne peut pas être une logique, comment dire, dispersée. Et c'est tout aussi la difficulté, c'est de recréer une écologie industrielle et artisanale, hein, parce qu'il n'y a pas que l'industrie, les grandes industries, il y a aussi les petites industries et même les artisans. Et tout ça, c'est au niveau d'un territoire. Et c'est la bonne échelle pour mettre en place des solutions, créer des modèles d'affaires viables au niveau local. Après, il y a l'économie de fonctionnalité. Alors ça, c'est intéressant. Le terme n'est pas très évocateur, mais en fait, on sait tous ce que c'est. Économie de fonctionnalité, c'est au lieu d'acheter le produit, je le loue juste pour l'usage dont j'en ai besoin. Je ne vais pas m'acheter une voiture, mais si j'ai besoin d'une voiture pour le mois d'août, eh bien, je vais aller la louer quelque part et je ne paierai que pour la période que je l'utilise. Et même aujourd'hui, on a des startups qui vous permettent de vous mettre en relation avec des particuliers. Peut-être que ça existe aussi chez vous. Et on peut louer la voiture, peut-être pas de son voisin, mais presque, à partir d'une application. On s'inscrit et puis on peut louer une voiture, on peut louer du matériel pour bricoler à la maison. Enfin, bref, tout ça, c'est de l'économie de fonctionnalité et effectivement, ça fait partie de l'économie circulaire. C'est mieux consommer, n'acheter que ce dont j'ai vraiment besoin. Le reste, je vais le louer et je ne paierai qu'au prorata de l'usage que j'en fais. Donc voilà, je mets donc cette chaîne de valeur circulaire pour montrer que tout ça, jusqu'à l'allongement de la durée de vie, toutes les sociétés qui se spécialisent dans la réparation, dans le réemploi, la réutilisation, dans la vente de produits d'occasion, elles sont dans l'économie circulaire et il y en a des startups qui font ça et qui se développent extrêmement bien. Et pareil dans le recyclage. Il y a des petites entreprises qui se sont créées à Paris, qui récupèrent dans toutes les tours de bureaux les téléphones, tous les déchets électroniques, les meubles aussi, hein, tous les meubles de bureau. Et puis, ils sont en lien avec de l'économie sociale et solidaire ou des ONG et ils créent des emplois. Ils créent des emplois et en fait, ils font une jonction entre le monde économique classique, j'allais dire, qui produit beaucoup de déchets et de gaspillage, et un autre monde alternatif qui, lui, permet justement de freiner, de réduire et peut-être d'éliminer un jour ces déchets. Et au passage, ça crée beaucoup de réinsertion et d'emploi. Donc, et ça a énormément de valeur économique, sociale et environnementale. C'est ça le but, hein. Donc voilà. Alors,
La diapo suivante, bon, je l'ai mise parce qu'elle synthétise un peu la diapo d'avant. C'est issu d'un article dans Le Monde de 2012, hein, mais, parce qu'en 2012, on découvrait un peu l'économie circulaire, donc c'était assez étonnant de se dire que finalement, mais c'est quoi l'économie circulaire? On ne comprend pas bien. En fait, c'est parce que c'est beaucoup de choses très différentes, mais qui ont le même objectif, qui est de réduire les déchets, zéro déchet, éliminer les déchets et faire que tout ce qu'on produit puisse être réutilisé. Pour ça, donc, le premier point, c'est l'éco-conception. Donc, il faut concevoir un produit en tenant compte de tous les impacts environnementaux sur l'ensemble de son cycle de vie et penser même à la vie d'après. Une fois qu'il ne sera plus en circulation, qu'est-ce qu'on fait? Le point 2, c'est l'écologie industrielle. Donc, c'est comment les industriels vont se fédérer pour essayer de travailler ensemble et ne plus créer de déchets inutiles. Le point 3, c'est l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire privilégier l'usage à la possession. C'est-à-dire, il vaut mieux, j'ai besoin d'une voiture, je vais la louer et je ne paye que la location. Je ne vais pas acheter de voiture. Et plus on va créer des modèles locatifs pour beaucoup de ce que nous consommons. Le point 4, c'est le réemploi. Le réemploi, c'est remettre dans le circuit économique les produits ne répondant plus aux besoins du premier consommateur, par exemple la vente des pneus d'occasion. En France, on a un site qui s'appelle Le Bon Coin, j'en parlerai tout à l'heure dans les exemples que je donne. C'est un site qui prospère, il y a des millions de personnes qui l'utilisent tous les jours et c'est un site de revente de produits d'occasion. Le point 5 de l'économie circulaire, c'est la réparation. Il faut impérativement réparer. On ne peut pas laisser des produits comme ça, dire ah ben, l'imprimante elle ne marche plus, je la jette. Ben, ok, l'imprimante ne marche plus, je vais essayer de la faire réparer. Et si vraiment elle n'est pas réparable, ben, on va en faire quelque chose d'autre. On va faire du tri sélectif, on va réparer les ingrédients, on va essayer de les revaloriser autrement, les pièces détachées, etc., etc. Et le point 6, c'est la réutilisation. Ben là, c'est un peu comme le réemploi. C'est certains produits usagés peuvent être démontés, les pièces en état vont être triées, revendues. Par exemple, le rechapage prolonge la vie d'un pneu. Voilà. Donc là, je vous ai redonné un peu différemment les 7 points de l'économie circulaire. Et en gros, c'est les 7 domaines où des entreprises peuvent aller se spécialiser, aller créer des structures, des points de vente, des services, des applications pour justement permettre ça, réparer, réutiliser, etc. Tout à l'heure, je donnerai donc les exemples. Alors, un mot sur l'économie de fonctionnalité. C'est donc, elle va se définir comme une économie qui va privilégier l'usage plutôt que la vente. Donc, l'idée, c'est de développer des solutions intégrées de biens et services dans une perspective développement durable. On pourrait imaginer qu'un jour, les constructeurs automobiles comme, je ne sais pas, PSA, Renault, Toyota, etc., ils ne vont plus vendre des voitures, vous dire, voilà, vous êtes propriétaire 12 mois sur 12 de votre voiture et vous vous débrouillez. Ils vont peut-être passer à des modèles locatifs longue durée, dans lesquels vous avez une voiture, vous paierez chaque mois ou tous les 6 mois ou chaque année, vous vous en servirez, toute la maintenance, si vous voulez la changer, etc., tout sera pris en charge par le constructeur lui-même. Et on pense qu'il y a vraiment un avenir important pour ce système locatif. La location, ce n'est pas forcément, donc j'ai une voiture sur 12 mois. Je peux n'avoir besoin de la voiture qu'au mois d'août. Quand on vit à Paris, on se déplace en métro, en train, en bus. Donc une voiture, c'est plutôt un problème. Par contre, quand on part en vacances, c'est bien d'avoir une voiture. Donc, ça va s'adapter finalement à la vie des gens. Bon, alors, quelques exemples de Michelin. Donc, Michelin, maintenant, ils essaient de dire, ils ne se définissent plus comme des vendeurs de pneus, mais comme des vendeurs de kilomètres. Et donc, ils vont équiper des flottes, ils vont s'occuper de tout. Et on ne va plus leur acheter des pneus, on va leur acheter le service global de maintenance de la flotte de camions, de bus, etc. Pour les voitures des collaborateurs des entreprises. Et ils vont tout gérer eux-mêmes.
Donc, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez voir. Je crois que c'est une vidéo qui explique le modèle de Michelin sur l'économie de fonctionnalité. Voilà, puis après, il y a le site du ministère de la Transition écologique qui met aussi en ligne des choses intéressantes. Donc, ce que je vous ai dit vient de ce site. Alors, là, on va passer maintenant donc au modèle d'affaires, puisque le sujet, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, le sujet, c'est donc quel modèle d'affaires. Donc, est-ce que je dois rappeler ce que c'est un modèle d'entreprise, un modèle d'affaires, un business model? C'est une représentation systémique, synthétique de l'origine de la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est aussi un document de référence qui va présenter, notamment pour la banque ou les financeurs, comment l'entreprise va garantir et fonder sa rentabilité. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans le modèle classique, ce qu'on demande à une entreprise, c'est quel est votre modèle d'affaires, c'est-à-dire comment vous gagnez de l'argent. Or, nous, en économie circulaire, on sait qu'on est dans le développement durable et donc on a 3 contributions à faire. La valeur n'est pas juste une valeur économique, mais c'est une valeur sociale et une valeur environnementale. Du coup, le modèle d'affaires de l'économie circulaire, eh bien, la rentabilité économique ne suffit pas, bien qu'elle soit quand même importante, même essentielle. Si on n'est pas rentable, ça va être très difficile de se maintenir. Donc, il faut des contributions sociales. Qu'est-ce qu'on apporte à l'humain, à la qualité de vie des gens, à leur bien-être, etc. Et pour l'environnement, quel est notre impact? Est-ce qu'on a un impact neutre, négatif ou positif? C'est-à-dire, on rend l'eau meilleure, on rend l'air plus respirable, etc. Et donc, ces contributions sociales et environnementales sont indissociables et elles sont conciliables malgré tout ce qu'on a pu nous dire dans le passé, c'est-à-dire si vous voulez être bon pour l'environnement et le social, vous n'allez pas y arriver parce que ce n'est pas rentable. Voilà. Après, bon, ça peut se discuter, effectivement. Il y a des situations où c'est très compliqué. Mais à un moment donné, on n'acceptera plus des modèles qui sont économiquement extrêmement performants, mais qui détruisent le social, détruisent l'humain et détruisent l'environnement. Voilà, donc on peut en reparler, notamment de la responsabilité élargie du producteur, les pollueurs-payeurs, c'est-à-dire que vous voulez continuer de polluer, vous allez payer pour qu'on puisse justement restaurer cet équilibre avec la société civile et avec notre environnement. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce modèle d'affaires. Alors, les modèles d'affaires de l'économie circulaire, ce sont donc des modèles qui vont créer de la valeur économique. C'est nécessaire. On ne peut pas ne pas créer de valeur économique. Et on peut dire aussi qu'on doit créer de la valeur économique et qu'on peut être performant économiquement, même en étant positif pour le social et notre environnement. Alors, composition du modèle d'affaires, un système commercial productif qui permet de générer des bénéfices, mais attention, pas juste des bénéfices économiques, mais des bénéfices sociaux et des bénéfices pour l'environnement. Les contraintes de financement, alors ça aussi, ça fait partie de la solution, c'est qu'on doit favoriser et privilégier tous les modèles d'affaires qui vont être présentés et qui montrent qu'on va contribuer à un meilleur équilibre et que nos contributions seront bonnes finalement pour les 3 objectifs du développement durable, l'économie, le social et l'environnement. Et donc, ce modèle d'affaires, il va reposer forcément sur des innovations. Là, on n'est pas sur les modèles classiques, parce que sinon on l'aurait fait déjà. On est obligé d'innover. Alors, il y a des innovations techniques sur comment je trie, comment je recycle les métaux, le verre, le plastique, etc. Les déchets de la construction. Alors, il y a tout un champ justement sur qui sont les plus forts contributeurs aux déchets et donc qui sont mauvais pour l'environnement, mais c'est la construction. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les déchets de la construction, c'est le maximum. Après, c'est l'industrie, les industries minières, etc. C'est extrêmement, c'est un très gros volume aussi de déchets. Donc, on doit innover, c'est des startups, c'est des brevets, etc. Pour justement, et aussi des innovations organisationnelles pour recréer ces modèles d'affaires.
Alors aujourd'hui, quand on observe un petit peu ce qui se passe ici, en tout cas, on voit 3 types de réponses concrètes qui ont été apportées par les entreprises au principe de cette circularité des flux. Alors, qu'est-ce qu'on a en France? On a la mise en place par filière de centres de récupération, de traitement des produits, les éco-organismes. Donc, il y a des éco-organismes. Ça, si le sujet vous intéresse, c'est une autre présentation, mais je pourrais vous donner des sources. Et dans ce cadre, la coopération par adhésion des entreprises d'une filière va permettre d'organiser cette circularité en l'externalisant, c'est-à-dire qu'on crée des éco-organismes qui collectent des taxes, etc., et qui vont gérer donc la récupération et le traitement des produits par filière, la filière bois, la filière verre, etc., etc. La coopération d'entreprise dans un territoire délimité, ça va permettre de faire émerger ces fameuses démarches d'écologie industrielle. Et c'est vrai que c'est à l'échelle plutôt locale qu'on va y arriver. Les déchets, on ne va pas leur faire 500 km. Ça devient compliqué. Donc l'idée, ce serait d'essayer de travailler au niveau local, au niveau des agglomérations, pour avoir ses propres centres de tri, de recyclage, etc. Et puis, l'internalisation complète des flux circulaires dans l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va développer des modèles location plutôt que vente, ben là, on internalise l'économie circulaire, c'est-à-dire que ce sont les industriels qui gèrent les problèmes de leurs voitures, de leurs scooters, de leurs vélos. On va les louer quand on en a besoin, mais ils ne sont pas à nous, donc on ne va pas les jeter quand on a fini de s'en servir, on les rend. Et c'est ça qui fait qu'eux vont gérer en interne tout ce flux circulaire de la réparation, de la remise en état, etc. Donc, et là, le producteur a intérêt à prolonger la durée de vie des vélos qui met en... Vous devez avoir ça aussi, les vélos qu'on a dans les rues, qu'on peut louer pour un quart d'heure, 1 heure, etc., ou les scooters ou les voitures. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ces 3 modes d'intégration de l'économie circulaire dans les modèles d'affaires se développent aujourd'hui de manière accélérée. On voit de plus en plus d'éco-organismes, on voit que les territoires s'organisent. Et alors, ça, c'est un des enseignements du Covid, c'est que le Covid, avec la crise sanitaire qu'on a tous eue, eh bien, on ne pouvait plus sortir, voyager, les marchandises étaient coincées dans des zones de stockage, etc. Donc, le local a repris le dessus. On a été obligé, entre guillemets, de racheter des produits locaux, des circuits courts, des produits qui étaient fabriqués ici plutôt que loin d'ici. Et donc, tout ça, je pense que ça va dans le bon sens aussi. C'est qu'on doit se réapproprier notre dimension locale et consommer local, acheter local, traiter nos déchets localement et éviter d'avoir trop d'entrants ou de sortants qui vont aller loin. C'est-à-dire que tous les flux internationaux et tout ça, je dirais que bon, c'est pas très souhaitable, en tout cas dans la manière dont c'est fait aujourd'hui. Voilà. On peut le revoir, peut-être différemment, mais ça, c'est une autre réflexion. Donc, ces 3 types de réponses correspondent à des solutions d'entreprise qui sont quand même poussées par une législation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je n'ai pas le temps d'aborder la question du cadre réglementaire, mais l'Europe, la France, etc., poussent énormément les entreprises. Donc, il y a des incitations fiscales et puis il y a des pénalités aussi qui sont mises en place peu à peu pour orienter justement les entreprises vers des solutions de type économie circulaire. Donc, il faut connaître ces aides, savoir ce qui est favorisé au niveau des comment on peut obtenir des financements et travailler sur cette vague pour pouvoir justement développer des activités nouvelles qui correspondent au cadre réglementaire que l'État, que la législation nous impose ou nous propose. Et donc, tout cela pour incorporer les contraintes gouvernementales et transformer potentiellement à la source tout cela en bénéfice. Alors, maintenant, on passe à quelques exemples de modèles d'affaires circulaires. Alors, il y a un exemple, c'est une étude de cas que je donne à mes étudiants. C'est Michelin. Alors, Michelin, bon, je pense que tout le monde connaît, c'est une très ancienne marque, c'est un fabricant de pneus. Et donc, il y a une dizaine d'années, ils se définissaient comme des industriels, ils vendaient des pneus. Puis après, ce qui arrivait aux pneus, ce n'était plus leur problème. C'est-à-dire que les pneus atterrissaient dans des décharges, c'est un problème pour l'environnement.
Et donc, aujourd'hui, ils se sont lancés vers ce qu'ils appellent Michelin Fleet Solutions, c'est-à-dire des solutions pour les flottes. Ils vont proposer aux flottes de camions, des transporteurs, des villes pour les bus, etc., des systèmes où on paye au kilomètre ou aux milliers de kilomètres. Et le business model qu'ils ont développé, ceux que ça intéresse, je pourrais vous l'envoyer, eh bien, montre qu'en fait, il est plus intéressant sur le long terme d'acheter un pneu Michelin et de rentrer dans le modèle locatif parce que finalement, à terme, c'est le pneu le moins cher pour l'entreprise. Par contre, sur une année, la première année, si j'achète le pneu low cost, le premier prix, c'est sûr que ça, c'est imbattable. Sauf que ce pneu low cost, dans 1 an et demi ou 1 an, ou selon le nombre de kilomètres que fait le camion ou le bus, je vais devoir le changer. Et pour Michelin, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution sur la durée. C'est un modèle qui dure 4 ans, vous rentrez dans le système et c'est dégressif et donc à la fin, le prix au kilomètre est le plus bas du marché et concurrence même les pneus low cost. Donc, il n'y a que des avantages à ça. Hein. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les entreprises qui cherchent quand même à ne pas payer trop cher leurs pneus. Donc, je ne vais pas lire tout ça, mais je vous laisserai le relire plus tard. Et vous trouverez sur Internet des éléments sur Michelin et le business model de Michelin qui permet donc vraiment d'aider les entreprises à consommer mieux et moins. Et à la fin, on dit, pour le transporteur, le coût de la fonction pneu a baissé de 36%. Et une conséquence indirecte d'avoir des bons pneus, c'est que le coût du carburant aussi, puisqu'on consomme moins d'énergie ou de carburant quand les véhicules sont mieux entretenus, que les pneus sont mieux entretenus. Donc, le modèle économique est imparable. Voilà. Mais il faut s'engager sur la durée avec eux. Voilà, c'est ça la différence. Après, je ne sais pas si vous connaissez le site de vente de produits de seconde main et de services Le Bon Coin. Donc, Le Bon Coin, au départ, ça a été une petite entreprise de petites annonces en ligne où les gens pouvaient vendre ce qu'ils n'utilisaient plus, des meubles, des vêtements, des voitures, etc. Et puis, progressivement, ils sont devenus leaders de la vente immobilière, c'est-à-dire qu'on achète et on vend ses maisons, ses appartements grâce au Bon Coin, et aussi des offres d'emploi. C'est-à-dire, c'est la meilleure agence d'offres d'emploi, et pourtant, c'est juste un site. Vous pouvez aller voir sur le site. Et aujourd'hui, en 2020, 28 millions d'annonces par jour, 800 000 annonces déposées chaque jour, soit 10 annonces à la seconde, 7 milliards de pages vues par mois, 6e site. Il fait partie des sites où on passe le plus de temps en France derrière Google, Facebook, Microsoft, YouTube et Orange. Et 2 centres de données avec 400 serveurs qui hébergent les annonces du site Le Bon Coin. Je pense que vous devez avoir un équivalent, c'est-à-dire un site national où on peut vendre, échanger, mais aussi mettre des offres d'emploi, des offres immobilières, etc. Donc ça montre bien qu'il y avait un besoin incroyable pour acheter et vendre de manière de particulier à particulier, parce que là, on est vraiment dans la vente entre particuliers. On a des professionnels aussi qui viennent. On n'est pas obligé, on peut cliquer pour dire je ne veux que les offres des particuliers ou je veux aussi les offres des professionnels comme les agences immobilières ou les garages, mais on trouve tout et c'est un site qui se développe d'une manière exceptionnelle. C'est vraiment... et puis, bon, ben voilà, on se débarrasse entre guillemets de ce qui ne sert plus et avec ça, on gagne un peu d'argent et on achète autre chose et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'était le deuxième exemple intéressant. Le troisième exemple, là, on est plutôt sur du service pur, c'est le service de covoiturage. Donc, en France, on a une start-up qui s'est lancée il y a un peu plus de 10 ans, 14 ans, je crois, 14-15 ans. C'était un jeune, Frédéric Mazella, qui a créé Blablacar. Alors, au début, on s'est dit, mais ça ne marchera jamais. C'est une application, vous dites, voilà, je veux aller de Paris à Marseille, tel jour, plutôt vers telle heure. Et là, vous avez des gens qui ont des voitures qui font le trajet et qui disent ben, moi j'ai une place dans ma voiture, moi j'ai 2 places, moi j'ai 3 places et voilà ce que ça va vous coûter.
Et bien peu à peu, tout le monde s'y est mis, les jeunes, etc. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui marche mais extrêmement bien, à tel point qu'ils ont développé un modèle pour les entreprises, pour que les salariés d'une même entreprise qui vivent dans la même zone puissent venir en covoiturage dans l'entreprise qui est parfois délocalisée. Donc, voilà encore un exemple d'un business model. Donc, je vous ai juste mis le lien sur Les Échos qui parle justement de comment Frédéric Mazella, donc qui a créé Blablacar, il a essayé 6 modèles économiques et il est arrivé à ce modèle économique de Blablacar. Voilà, donc c'est très intéressant, c'est très inspirant, je dirais. Voilà, donc c'est un modèle aussi de l'économie circulaire, puisque la voiture, au lieu de l'utiliser pour une seule personne à la fois, s'il y a 4 places, ben, il y a 4 personnes dans la voiture. Donc vous imaginez l'économie que ça représente en termes déjà de budget pour les personnes et ensuite en termes de CO2 aussi, puisqu'il y a 4 personnes dans une même voiture. Et donc c'est un modèle vertueux qui contribue à la fois à l'économie, au social et à l'environnement. Voilà. Alors ensuite, un exemple d'appli. Je vous ai donné une application anti-gaspillage alimentaire. Donc, il y a un site aussi qui a été créé par des jeunes. Souvent, ça peut être des étudiants, etc. Donc, c'est le site Too Good To Go. Alors, le slogan, c'est « Découvrez les commerces autour de vous, sauvez leurs invendus, faites-vous plaisir à petit prix ». En fin de journée, tous les commerçants, les traiteurs, les boulangeries, les supermarchés, etc., qui doivent, plutôt que jeter les invendus frais, vont les mettre en ligne sur l'application et vous, dans la zone où vous vivez, où vous travaillez, vous cliquez là-dessus et vous allez voir apparaître que, par exemple, dans la pâtisserie en bas, il y a des boîtes de gâteaux, il y a des gâteaux, il y a du pain. Dans le restaurant d'à côté, ils vous font des petits sacs avec 2 repas composés de ceci, cela, à des prix faibles. Donc, inutile de vous dire qu'à Paris, ça marche très bien. Les étudiants sont tous sur Too Good To Go. Et après les cours, ils vont aller directement. Donc, on réserve en ligne, on paye en ligne. Et ensuite, on va aller chercher son plat, son sac, etc. Et donc, ça contribue au non-gaspillage. Ça aide aussi les étudiants et tous les gens qui peuvent se nourrir mieux. Et donc, c'est un modèle, c'est une application, une start-up qui contribue donc de 3 manières. Hein. Économiquement, ça marche bien. Socialement, il y a beaucoup d'impact social. Et l'impact environnemental, effectivement, puisqu'il n'y a plus ce gaspillage alimentaire. Ensuite, je vous ai trouvé un exemple, c'est... Ici, la plupart des produits sont emballés, suremballés. Et quand vous rentrez des courses, vous devez enlever tous ces emballages et ça représente énormément de déchets juste d'emballage. Et donc, il y a un mouvement qui se crée qui est des épiceries en vrac. C'est-à-dire, vous devez amener vous-même vos boîtes, vos caisses, vos bouteilles, vos sacs, etc. Et vous remplissez ça dans cette épicerie qui s'appelle la recharge. Alors, peut-être que ça existe aussi chez vous, mais vous voyez, c'est aussi des modèles où on redécouvre des choses qui ont existé il y a 100 ans, il y a longtemps. Les gens venaient et puis on remplissait des paniers, on remplissait des sacs, etc. Et l'emballage, c'est quelque chose qui est apparu tardivement et aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Et la seule solution, c'est d'essayer d'acheter et d'éviter tous ces emballages. Donc voilà, alors je vous ai mis le lien, larecharge.fr. Donc c'est une épicerie qui ne vend que du vrac. Voilà. Il y a un exemple aussi, alors ça c'est en Hollande, donc c'est un exemple de location de jeans. Donc plutôt que d'acheter vos pantalons, les jeans, vous pouvez les louer. Alors, pour les louer, c'est à peu près 5 €, c'est en bas à gauche, 5,95 € pardon. C'est, on choisit un jean, on paye un dépôt de 20 € et après on paye 5,95 € par mois. À la fin de l'année, on a le choix. Soit on paye 5,95 € et on le garde encore 4 mois, soit on prend un nouveau jean et on paye 10 €, soit on le renvoie et c'est terminé. Eh bien, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ils préfèrent louer les jeans plutôt que les acheter. Et alors, eux, ce qu'ils font, la société Mud Jeans, c'est que les jeans qui sont complètement usés,
eh bien, ils vont les transformer. Ils en font des sacs, ils en font des revêtements muraux, voilà, où ils les revendent vraiment comme du vintage. Et il y a aussi le service de réparation free repair, hein, donc réparation pendant toute la période de la location. S'il y a un accro, ben, ils vont vous le réparer gratuitement. Voilà. Donc, voilà un modèle aussi locatif, et ce sont des vêtements. Alors, inutile de dire qu'on peut louer aussi des vêtements de fête, des vêtements vraiment très luxueux, etc. Tout peut être loué aujourd'hui. On n'a plus besoin d'acheter si c'est un achat qui ne va ne servir qu'une fois, par exemple. Donc, beaucoup de startups et d'entreprises se lancent dans la location, hein, des produits, même du quotidien. Alors, un dernier business model, là, c'est plutôt une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Les Petits Riens. Donc, ils sont en Belgique. Et alors, eux, ils font du upcycling. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du recyclage, mais en mieux. C'est-à-dire, on prend un vieux lustre tout abîmé et on va le redesigner. Alors, ils ont des designers, ils ont des gens voilà, qui vont savoir réinventer un vieux lustre. Là, ça, c'est l'exemple qui est donné, mais un vieux meuble que plus personne ne veut, eh bien, on va le relooker, on va le redesigner, on va créer quelque chose. Ça peut être aussi des vêtements. Avec des vieux vêtements, on peut faire avec du goût, avec des idées, de la créativité. On peut réinventer les vêtements, on peut réinventer les meubles, on peut réinventer les décorations, etc. L'idée, c'est de donner une deuxième vie aux produits, mais avec l'aide d'artistes, de designers qui sont là pour justement, dans l'économie sociale et solidaire, pour mieux contribuer à la réutilisation et à la revente du coup. Et donc, ça fait des bénéfices et ça crée des entreprises qui emploient beaucoup de gens et qui vont permettre de devenir économiquement viables. Et c'est ça l'intérêt aussi. Ce n'est pas de dépendre des subventions tout le temps. On a besoin de subventions peut-être pour démarrer, mais après, il faut essayer de faire que le modèle génère assez de cash pour pouvoir justement que le business model, le modèle d'affaires soit durable selon tous ces critères-là. Donc voilà. Alors là, j'ai terminé. Alors je suis à 46 minutes, donc je vais devoir conclure. Alors sur les conclusions et les perspectives. Donc on le voit, l'économie circulaire, c'est un concept pluridisciplinaire, multiforme, qui concerne à la fois la production industrielle lourde, mais aussi la consommation, c'est-à-dire nous en tant qu'individus, même citoyens, on est concerné par la manière dont on va acheter, utiliser, faire réparer, revendre nos produits d'occasion, etc. Les principales idées, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut réduire au maximum les déchets. Il va falloir trouver des solutions de quelque chose. Alors réparer, réutiliser, réparer, recycler, pour justement créer ces boucles et ces cycles de vie permanents, on va dire, pérennes dans notre économie, pour créer les 3 types de valeurs, économiques, sociales et environnementales, à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Voilà. Il y a énormément d'opportunités. Alors, il y a des études de l'Europe qui montrent qu'on va créer des millions d'emplois si on travaille aussi sur toute cette partie du quelque chose, du recyclage, de la réparation, etc. Et pour terminer, je voudrais dire qu'il est très important que dans le système éducatif, on sensibilise tous nos étudiants et nos professeurs aussi, même ceux qui font du marketing, même ceux qui font de l'architecture, ceux qui sont ingénieurs, pour justement qu'ils intègrent toutes ces notions dès l'école et qu'ensuite ils puissent développer ces idées d'écologie, de transition vers un monde plus durable, plus respectueux de l'environnement et de la nature, mais aussi un monde fondé sur la justice sociale, parce que c'est pas juste de continuer de faire du business as usual, comme on dit, mais c'est de réinventer une nouvelle société qui soit plus équitable, plus en harmonie avec la nature, et où je pense on sera plus heureux aussi, parce qu'au fond, c'est tout ce qu'on cherche au fond. Voilà. Mais écoutez, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là. Voilà, donc maintenant, je répondrai à vos questions, sachant que à la suite, je vous ai mis des annexes
Oui, alors une annexe, c'est si vous voulez vous inscrire gratuitement, il y a des événements en ligne. Il y a un séminaire sur l'économie de la fonctionnalité le 30 juillet, vous pouvez vous inscrire. En septembre aussi, il y a un webinaire sur les matinées techno-économie circulaire. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez rentrer dans leur système, c'est l'ADEME, etc. Et vous recevrez leurs invitations. Moi, je m'inscris, hein, en général, avec mes étudiants, on suit tout cela. Donc, voilà une première chose. Ensuite, il y a des MOOC et des vidéos sur l'économie circulaire et l'agriculture urbaine, c'est-à-dire l'agriculture locale. Nous, on y travaille avec Romainville. Les ressources et les liens, je vous ai mis plein de liens, mais j'ai trouvé des liens en Afrique aussi. Et j'ai vu qu'à Kinshasa, il y avait une foire, Yalala, la foire de l'économie circulaire. Voilà. Et puis après, je vous ai mis des liens sur l'Institut de l'économie circulaire, la plateforme économie circulaire, la Fondation Hélène MacArthur, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, bon, ben, vous regarderez tout ça, les publications. Je resterai à votre disposition si vous avez des questions ou des demandes particulières. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Patrick, je vous rends la parole. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Dominique, pour la richesse de la présentation, les illustrations. Je crois que ça, c'est un élément assez important. Et c'est aussi bien noté que le système éducatif doit aussi s'adapter, notamment sensibiliser davantage sur l'intérêt de connaître ou de privilégier les modalités de l'économie circulaire et qu'on quitte de l'économie linéaire vers l'économie circulaire parce que finalement, les ressources ne sont pas infinies et ça, je crois que encore une fois de plus, félicitations pour la richesse de cette présentation. Sans plus tarder, je veux accorder la parole à celui qui veut la prendre. Voilà, il suffit simplement de lever la main et puis on va vous accorder la parole. Voilà. Et autre chose aussi, ceux qui ont des soucis pour savoir où est-ce qu'il faut cliquer pour lever la main, voilà, je vois Trésor et le tout premier. Trésor, on vous accorde la parole. Voilà. Bon, nous, on est ici à Kinshasa, en fait. Et Kinshasa, c'est une ville qui a subi énormément cet impact de l'économie linéaire, si l'on peut dire, puisque aujourd'hui, on voit l'insalubrité, la pollution, tout ça est lié au fait que tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on achète, on finit par le jeter. Donc, on ne recycle presque rien. Pour en revenir à l'exemple que Madame a donné plus tôt, l'exemple plutôt d'une imprimante, par exemple, une imprimante que vous acheterez et après, vous essayerez de la réparer et tout ça. Bon, ce que j'aimerais savoir, c'est que par rapport à ceux qui se lancent plutôt dans cette industrie, parce que quand vous récupérez quelque chose qui est déjà abîmé, qu'il faut réparer, on suppose que si vous devez revendre la chose, vous devez quand même faire une certaine marge, puisque vous n'allez pas le faire de manière bénévole non plus. C'est comme ça que je me dis, vous ne pensez pas que ça ajoute encore au coût, puisque ici, j'ai dit ça par rapport à ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, ou particulièrement en Afrique. Les gens ne sont pas vraiment fans du marché de l'occasion, puisque ça suppose généralement une baisse de qualité, ils n'ont pas assez confiance. Donc, je me dis, dans ces cas, dans notre cas à nous, comment aborder la problématique en fait? Oui. Alors en fait, au départ, je pense que s'il y a un cycle de vie de ces modèles-là, notamment les réparations d'ordinateurs et d'imprimantes, ça démarre par l'économie sociale et solidaire. Ça peut même démarrer par des associations de quartier qui cherchent des solutions pour créer des emplois. Donc, ils vont s'adresser à des grandes entreprises qui vont devenir un peu les parrainés et qui vont dire, ben, nous, on va vous donner chaque fois des capacités, des expertises et qui vont travailler sur la remise en état. Alors parfois, l'appareil marche encore, il suffit juste de le nettoyer et de voir que tout aille bien. Et ensuite, on le revend pas cher du tout. Donc, ça va
pas les moyens de s'acheter un ordinateur ou une imprimante à un prix, au prix fort. Mais souvent, ça démarre par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est vrai. Après, pour en faire un business model rentable, etc., ça, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'exemple là à vous donner d'entreprises qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Mais disons que les entreprises de l'économie capitaliste classique, ils participent à cette, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils génèrent énormément de déchets et qu'il faut trouver des passerelles avec l'économie sociale, avec les ONG, avec les associations de quartier, etc., pour donner du travail, pour la collecte, le tri, le nettoyage, la réparation. Et après, c'est vrai qu'on a moins confiance dans un matériel d'occasion, sauf qu'il est garanti et que s'il ne marche pas, on peut le ramener et on vous le change et que ça ne coûte pas cher. Donc, en gros, c'est ça. Ça serait ça l'idée. Voilà. Mais Voilà, pour compléter un peu ma question, je vous ai parlé, je vous ai parlé il y a quelques minutes du plastique. Parce qu'ici, en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, parce que moi je suis à Kinshasa, c'est le plastique, le grand problème. Le plastique, tout ce qu'il y a comme emballage et tout ça. Et je regardais dernièrement, je ne sais pas si vous connaissez une émission, c'est une émission sur Euronews, je ne sais pas, on parle des innovations du Moyen-Orient. Et on a parlé de quelque chose, une compagnie qui arrivait à transformer du plastique en fibre de tissu pour en faire de t-shirts et tout ça. Des Et la polaires, compagnie, oui, voilà. La compagnie a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Sauf que eux-mêmes, dans l'émission, pendant l'interview, ils ont eu à soulever un problème. Ils ont dit que le coût de l'investissement était énormément… donc, c'était un grand montant. Il fallait vraiment avoir de l'argent pour se lancer. Je me dis que ces points de vue-là, donc cette petite caractéristique-là complique un peu les choses. Oui. Parce que quand on parle de coût, on parle d'argent et c'est beau. Et dans ces cas-là, c'est peut-être des millions de dollars d'investissement. Oui. Par contre, l'innovation pourrait servir énormément ici en Afrique, parce que je vous ai dit déjà que le grand problème, c'est le plastique. Oui. Ah oui. Alors, je suis d'accord avec vous. Le plastique, c'est un problème gigantesque parce que c'est la consommation quotidienne de milliards de bouteilles, de flacons de shampoing, etc. Donc, et pour l'instant, les statistiques ne sont pas bonnes du tout et le pourcentage de produits recyclés est très faible. Le coca, par exemple, il y a 8% d'une bouteille de coca qui est vraiment issue du recyclage. Et on continue de déverser, de produire des produits comme ça aussi dangereux. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient visible, il y a un continent de plastique sur l'océan et tout le monde est en train de se dire qu'il faut impérativement bouger. Donc, je pense que s'il y a de l'argent à donner, même les bienfaiteurs, des gens qui ont envie de changer le monde, etc., s'il y a de l'argent à donner, c'est dans des modèles qui vont permettre justement de se débarrasser de la question du plastique. Ou alors, il faut trouver autre chose que le plastique. Ça va être plus compliqué. Donc, je pense qu'il y a peut-être des business angels ou des gens qui sont extrêmement fortunés, qui ont envie que leur richesse ou leur célébrité aussi aille soit au service de ces causes-là, parce que c'est une cause prioritaire pour notre planète, le plastique. Et après, il faut prendre le problème du côté industriel et aussi du côté consommation. C'est-à-dire dire aux gens, la bouteille, là, chaque fois que vous achetez une bouteille, bon, vous allez la jeter, mais est-ce que vous savez qu'elle va finir dans l'océan, par exemple, ou qu'elle va être brûlée? Et donc, il faudrait des produits alternatifs, il faudrait créer une bouteille équivalente en verre, locale, un produit local, une start-up. Nous, ici, il y a des start-up qui se sont créées avec un Coca-Cola de Marseille, avec, qu'est-ce qu'on a, des bières artisanales locales, c'est des toutes petites PME qui se lancent là-dedans. Et c'est des alternatives avec du verre, des produits qu'on peut recycler ou des plastiques recyclables. Et donc, il faut aussi orienter les consommateurs vers des produits alternatifs locaux qui font travailler les leurs, dire c'est ma start-up, c'est ici. Quand tu achètes cette bouteille, tu fais travailler les gens d'ici. Quand tu achètes cette bouteille, ça part dans la Silicon Valley, en gros, si je simplifie. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Très bien. Alors, je vois Michel a levé la main. Michel, vous avez la parole. Michel, si vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît.
Il faudrait activer votre micro. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci beaucoup pour la présentation. Et puis à l'autre aussi, avec qui on échange beaucoup sur LinkedIn, Patrick. Merci beaucoup. J'avais en fait, je crois, 3 questions. Donc, je vais essayer de résumer rapidement et puis 2 commentaires. Donc, la première question, ça concerne en fait la mondialisation et l'économie circulaire. Parce que les sous-jacents sont un peu, il me semble un peu divergents. Donc, je voulais avoir votre point de vue là-dessus, entre les deux process. La deuxième question, c'est par rapport au modèle donc en France. Je n'ai pas bien compris la différence entre les éco-organismes et la coopération d'entreprise. La troisième question concerne, en fait, c'est le financement justement de l'économie circulaire, parce que ça, c'est plus mon domaine. Je me rends compte qu'effectivement, même dans la question de l'auditeur précédent, la question du financement est pas forcément abordée comme il faudrait. Donc, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Et mes commentaires, c'était essentiellement par rapport au Covid. Vous avez dit qu'effectivement, le Covid a eu un impact positif sur la consommation locale. C'est vrai, mais en fait, il me semble que ce n'est pas une tendance lourde. En ce qui concerne, par exemple, l'agroalimentaire, le cas typique, c'est qu'on a vu très rapidement que les grands centres commerciaux reprennent le dessus sur les petites structures, tout simplement parce qu'ils ont des avantages compétitifs importants liés au coût, à la convenance, à la proximité, diversité des produits disponibles dans un seul endroit. Donc voilà, donc c'était juste pour ajouter ce commentaire. Le deuxième commentaire, c'était par rapport à ce que l'auditeur précédent a mentionné, c'est qu'effectivement, on se rend compte que dans des contextes comme le contexte africain, particulièrement dans des pays comme Congo, l'économie circulaire, c'est très important, mais c'est essentiellement buté au problème du financement. Donc, si ce n'est pas, c'est pas vu d'une façon globale, avec le financement comme étant un élément clé, je pense que ça va avoir vraiment beaucoup de mal à se développer. Oui. Voilà. Très bien. Oui, je partage totalement votre avis. C'est que le financement de ces nouvelles initiatives, de la recherche, des brevets, des startups qui ont des idées, des applications qu'il faut développer, coder, etc., pour créer de nouvelles applications, ça nécessite du financement. Moi, ce que je vois ici à Paris, c'est qu'on a un entrepreneur qui s'appelle Xavier Niel et il a créé la station F. Vous pouvez trouver ça sur Internet aussi, station F comme Fraissinet, hein, F, et il abrite des centaines de startups en incubation. C'est-à-dire qu'on passe devant eux et ils vous sélectionnent comme une startup de l'avenir. Et si vous êtes sélectionné, parce que votre projet leur plaît, viable, etc., vous rentrez dans un process qui va vous accompagner jusqu'au financement. Il est clair qu'on ne peut pas travailler seul. Je veux dire, on peut avoir une super idée, un jeune ingénieur a une super idée, etc. Si à un moment donné, il n'a pas un entrepreneur, un business angel, un incubateur, une école qui croit en lui et qui va l'aider dans toutes les étapes de son développement jusqu'à la commercialisation, etc., c'est pas possible. Donc, moi, je dirais que ça passe effectivement par un dispositif d'accompagnement depuis le démarrage de l'idée du jeune ou de l'entreprise. Hein. C'est pas forcément un jeune et une nouvelle start-up, mais effectivement. Après, je vous avoue que la partie financement n'est pas trop mon domaine. Ce que je vois, c'est que on est en contact, par exemple, avec une société comme SAP. SAP, c'est les gros logiciels de gestion, et ils ont créé des logiciels pour l'économie circulaire, à la demande de leurs clients industriels qui avaient besoin de ça. Et là, ils ont découvert quelque chose et ils aident, ils accompagnent, et ils ont créé donc une sorte d'incubateur pour des startups qui vont les aider, eux, SAP, à mieux s'adapter au monde de demain, où il faudra tenir compte de l'impact environnemental, des indicateurs de performance sociale, environnement, etc. Donc,
il y a plusieurs façons, mais moi, je crois beaucoup à ça, les incubateurs, des entreprises qui vont mettre une partie de leurs bénéfices au service de ce développement et de l'innovation et qui hébergent des startups. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Michel. Oui, tout à fait. Bon, je travaille avec des collègues sur l'idée de mettre en place donc, un incubateur tourné sur l'Afrique. En tout cas, j'étais impliqué dans un projet. Le vrai souci du financement, bon, moi je suis spécialisé là-dedans, c'est effectivement le fait que la base capitalistique dans beaucoup de pays en Afrique, bah, en fait, ne reste pas dans ces pays-là. C'est pour une raison, pour plusieurs raisons. Et, et, et en fait, il faut vraiment que ceux qui ont les moyens, même que ce soit les banques, par exemple, c'est bien connu, les banques en Afrique ne font pas leur travail pour prêter aux petites et moyennes entreprises, etc. Mais également d'autres personnes qui ont des moyens, ne, ne, soit qu'ils ne trouvent pas l'opportunité, ou en tout cas ne veulent pas mettre ces moyens-là sous forme de dons, sous forme de capital risque dans les économies locales. Et le souci sur le projet sur lequel je travaillais, c'est que l'idée était de dire, bon, on va créer un grand incubateur pour les pays africains, mais les financements essentiellement viendraient hors d'Afrique. Donc, bon, c'était un modèle qui me semblait pas soutenable parce que il faut vraiment que les Africains s'impliquent, ceux qui ont les moyens s'impliquent dans les financements. Oui. Bon, il y a un bruit de fond, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pas de ma part. Oui, il y a un micro, il y a un bruit de fond. Alors, moi, ce que j'ai vu sur LinkedIn, là, tout à l'heure, alors, je ne sais pas, vous voyez peut-être pas mon écran. Si, je vois très bien, oui. Alors. Vous voyez? Oui, on voit. Oui, très bien. C'est une personne que je connais qui a partagé ça. Ils font partie des entreprises ou des startups qui ont été sélectionnées par Alibaba Group. Alors, voilà. Congratulations to Africa's Business Heroes, top 50 finalists of 2020. Africa Entrepreneur. Donc, ce que je vois, c'est que je pense qu'il y a là, c'est Alibaba, hein, donc c'est la Chine hein, qui référence ces entreprises et qui va peut-être leur ouvrir des marchés du fait de ce référencement sur la plateforme Alibaba. Mais est-ce que ce genre de démarche pourrait aussi aider? Mais je suis bien d'accord avec vous qu'il faut impérativement que les efforts qui sont faits localement bénéficient au local et qu'il faut des financements, il faut des business angels, il faut des gens qui ont envie que les choses bougent. Je suis persuadée qu'il y en a. Non? OK. Très bien. Je vois aussi qu'il y a Rigobert Ndonda. Je ne sais pas, Michel, peut-être il y a encore un commentaire, mais si vous permettez, Rigobert Ndonda, vous avez levé la main. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je félicite Dominique pour sa brillante présentation. Et en fait, je voulais juste placer un mot pour vous informer que j'étais parmi les candidats qui ont participé au concours Alibaba pour Business Hero. Alors, j'ai passé la première phase, deuxième phase, mais lorsque nous sommes arrivés à la dernière étape, pour aller en finale, bon, malheureusement, bon, je ne peux pas les en vouloir, mais alors, il y a certains qui ont été peut-être privilégiés par rapport aux solutions qu'il y avait à proposer. Et ce sont ceux que vous avez vus qu'on a publiés sur les sites LinkedIn également. Mais c'était vraiment une expérience exceptionnelle parce que ça m'a vraiment permis d'être encadré, d'apprendre beaucoup de choses et à comprendre aussi qu'en tant que responsable d'une start-up ici au niveau de la RDC, quel est vraiment ce que je peux apporter comme contribution dans le développement de la communauté. Alors, en fait, je voudrais parler concernant le recyclage. Vous savez, le recyclage, ce n'est pas un problème qui incombe ou qui concerne tout simplement les startups qui veulent s'impliquer ou investir dans ce domaine. Mais c'est aussi une responsabilité qui est liée aux producteurs de plastique, en fait. Il y a des entreprises qui produisent du plastique, mais quelque part, ils ne sont pas prêts à soutenir les startups qui travaillent dans le recyclage de leurs déchets.
ça pose un sérieux problème. J'ai cru croire, c'est comme s'il y a une certaine commission que les entreprises qui produisent des plastiques versent auprès du gouvernement pour que leurs déchets, après les avoir utilisés dans les domiciles, que leurs déchets soient recyclés par un dispositif que l'État pourrait mettre en place. Donc, jusqu'à présent, nous ne savons pas vraiment en fait. Alors, pour moi, je suis en train de me dire, est-ce que les entreprises elles-mêmes qui fabriquent des plastiques ne peuvent pas mettre en place un autre système reliant directement eux ainsi que les startups qui sont dans les recyclages, afin que ces financements-là les soient attribués directement, afin qu'eux, à leur tour, puissent avoir tous les matériels nécessaires pour travailler dans le recyclage et transformer les produits. Parce qu'actuellement, il y a des startups qu'ils n'ont pas start-up bien équipés qui pourront leur permettre à faire des tri, donc chercher des plastiques, faire les tri, ainsi que leur vendre les déchets ou les plastiques qui sont déjà prêts à être transformés aux produits consommables dans les domiciles. Donc, c'est cette façon-là, comme j'avais évoqué les cas de Coca-Cola, bon, je crois que nous aussi nous consommons sur les produits Coca-Cola ici via les entreprises de fabrication de poissons ici au niveau de la RDC. Il faudrait vraiment que cette lien-là direct avec les startups qui sont dans ce domaine-là puisse exister afin que cet écosystème puisse jouer son rôle et ne pas s'inquiéter avec les... Oui. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, en sous-jacent à tout ça, c'est qu'il y a un manque de concertation. Il n'y a pas vraiment de lien entre les entreprises. Il y a un cloisonnement terrible entre les grands industriels qui déversent toutes ces quantités, des petites entreprises qui essaient de se débrouiller, mais qui ne sont pas entendues. Donc, il faut quasiment créer des clubs, le club du plastique ou le club de l'économie circulaire, et que tout le monde, il faut fédérer. Moi, je me dis qu'il y a un lieu qui peut fédérer de manière assez neutre les gros industriels, les startups, les incubateurs, c'est les écoles, c'est les universités. C'est-à-dire que quand vous organisez une conférence de rentrée et que vous invitez sur ce sujet-là, du recyclage, du développement durable, de la planète, des grandes entreprises et des startups, et puis de l'incubateur, et puis des chercheurs, etc., eh bien, à un moment donné, ça ne peut que créer des synergies. Même si c'est compliqué, je l'admets, c'est terrible. Ça paraît évident quand on y réfléchit comme ça. Et après, dans le concret, on laisse les gens qui essaient de sauver le monde, on laisse des enfants aller nettoyer les plages, on laisse, enfin, tout ça, il y a un problème quand même. Il y a un cloisonnement épouvantable et une non-considération. Et pour moi, l'école, que ce soit l'école primaire des enfants, comme le supérieur, et la recherche, les laboratoires universitaires, etc., devraient être les lieux où on va convoquer, entre guillemets, toutes les parties prenantes et on va essayer de travailler ensemble. Et on va publier là-dessus parce que c'est bon pour leur image et c'est bon pour la planète. Et qu'à un moment donné, il faut que ça bouge. On ne peut plus continuer comme ça. C'est trop visible maintenant. Pendant longtemps, on a fait comme si, non mais c'est pas grave et tout, mais maintenant, ça devient, là, on y est, quoi. Donc, il faut les inviter, il faut travailler avec eux. Et c'est vrai que si au niveau de l'État, c'est matérialisé par un secrétariat d'État ou un ministère ou des personnes influentes qui peuvent peser sur le politique, il faut y aller, quoi. Il faut trouver des porte-paroles, des célébrités, des fortunes qui vont, se lancer pour sauver déjà chaque pays et après au-delà la planète. Parce que si chacun fait sa part, globalement, ça devrait, on va dans le bon sens. Et je suis d'accord avec vous. Ok, merci beaucoup Dominique. Merci à vous. Raison pour laquelle je demande à ceux qui ont même des startups qui sont dans cette conférence de comprendre que nous devons travailler ensemble.
Lorsque nous partons de manière séparée, quelque part, ça serait vraiment compliqué. Mais lorsque nous sommes unis dans une synergie, nous allons orienter nos besoins dans une même direction. Et lorsque nous allons les amener auprès des autorités compétentes, je suis vraiment persuadé qu'ils comprendront que notre force d'abord pourrait déjà constituer d'abord la confiance d'abord, parce qu'ils savent que nous sommes ensemble. Et aussi, ils pourront facilement nous accompagner, que le fait de marcher séparément, quelque part, ce n'est pas fiable. Non. Et ça n'inspire pas vraiment confiance. Voilà. Il faut les fédérer, il faut leur demander voilà, de l'aide, il faut les inviter, il faut leur donner la parole et puis il faut leur demander de rendre des comptes aussi. Voilà, c'est légitime. Il y a toute la jeunesse là, qui nous regarde et qui attend qu'on fasse quelque chose. Parce que c'est le monde qu'on va leur laisser. Hein. Exactement, exactement, Dominique. Exactement. Et je profite aussi pour dire, Rigobert, votre expérience avec Alibaba, etc., c'est quelque chose aussi qui doit être partagé. Et on pourra en parler aussi pour voir comment le faire, mais aussi l'idée de mettre ensemble à la fois les entrepreneurs et l'université et les autres. C'est des questions qui pourront se discuter même après cette conférence, pas simplement pour vous, hein, mais aussi pour les autres qui participent à cette conférence. Voilà, on peut encore prendre quelques questions s'il y en a, peut-être une ou deux questions. Finalement, on va clôturer notre conférence. Donc, en attendant que quelqu'un puisse lever sa main et qu'il puisse poser la question, moi, je voulais revenir à Dominique, notamment. C'est vrai qu'il y a en Afrique, on peut dire plusieurs formes ou modalités de l'économie circulaire que l'on trouve, notamment ici en Afrique. L'un des mécanismes, à mon sens, que je trouve, c'est notamment au niveau de l'économie de fonctionnalité, où avec parfois certaines réparations ou réutilisations, et même parfois un peu de bricolage hein, qu'on voit notamment dans les secteurs informels où on va essayer voilà un véhicule, on va essayer de bricoler dessus. L'essentiel est que le véhicule roule avec à la fois une pièce de Renault, une pièce de Nissan, etc. Voilà. Alors, ma question, c'est cette économie de bricolage, un peu, comment vous semblez bien la positionner? Parce que finalement, un des problèmes, c'est que, comme disait Trésor, c'est parfois l'absence de durabilité, non pas de durabilité, mais le produit que l'on met en place est un produit qui n'est pas assez fiable et qui va parfois tomber en panne après deux semaines ou etc. Et donc, ça conduit à ce qu'il manque de fiabilité dans le produit et à la longue, les gens ne font plus confiance à ce type de produit. Ils disent mieux vaut aller sur un produit beaucoup plus fiable, etc. Alors, quel serait votre commentaire par rapport à ce type d'économie de bricolage qui est un élément assez spécifique ici en Afrique? Oui. Alors moi, je pense que cette économie du bricolage ou de la débrouille, comme vous voulez, elle a un rôle social énorme parce qu'elle va permettre à des gens de pouvoir avoir une voiture, etc., dans des conditions très dégradées, certes, mais comme il n'y a pas d'alternative, heureusement que ça existe. Voilà. Donc moi, ce que j'imagine, c'est on ne peut plus continuer comme ça, c'est-à-dire d'un côté on a les voitures neuves, le prix, hein, voilà, et de l'autre côté on a toute une partie de la population qui ne peut pas accéder à ces produits, qui cherche des solutions de bricolage, etc., avec des produits qui se dégradent, et entre les deux il n'y a rien. En fait, l'idée, moi j'ai travaillé là-dessus avec un collègue qui est à l'université du New Hampshire. Lui, il avait une idée que je trouve très intéressante, c'est, on connaît tous le principe de la franchise. La franchise, c'est, on est sous une enseigne qui vous forme et puis on exploite un concept. Et lui, il voulait faire de la franchise sociale, c'est-à-dire, on prend ces initiatives-là,
on aide les gens, on leur donne des financements, on va les former et ça va devenir une enseigne, comme une enseigne, j'allais dire Midas ou les enseignes classiques, mais ça sera de l'économie sociale et solidaire. Donc on est à mi-chemin entre le monde traditionnel capitaliste et le monde de la débrouille. Et voilà. On est dans le monde de l'économie sociale où on va aider avec les modèles de l'économie classique ce genre de structure à monter en gamme. Les gens, on va les former, on va les aider, on va garantir que les pièces qu'ils utilisent, la manière dont ils ont travaillé, eh bien, c'est fait, c'est bien fait. Et s'il y a un souci, vous revenez et il y a une garantie. Mais on doit les aider. Et je pense que si on ne fait pas ça, ça va continuer et ça va encore se dégrader. Et le fossé va se creuser encore plus. Donc, je crois que les passerelles entre les deux mondes se font par ces modèles justement sociaux de l'économie sociale où on va aider les petits garages, etc., les petites couturières, les petits réparateurs de vélos, etc., à devenir des vraies enseignes. Accompagner, aider, financer peut-être aussi le microcrédit et tout ça, mais que ça devienne quelque chose de bien. Mais pour ça, tout seul, ils ne vont pas y arriver. Donc, on doit les aider. Voilà. C'est très bien. Je pense que c'est une idée assez intéressante qui mérite notamment d'être explorée parce que voilà, ça correspond aussi aux réalités que nous rencontrons, notamment en Afrique, etc. Alors, il me semble que voilà, bientôt, il va être 13h30, il est encore 25. S'il n'y a plus de questions, je sais que beaucoup d'entre vous avaient beaucoup de questions, mais c'est vrai qu'à un certain moment, la conférence a un début et puis elle a aussi une fin. Il me reste à remercier encore davantage Dominique Bonnet et pour cette opportunité de venir ici à l'Université protestante et de partager avec nous sur ces concepts importants de l'économie circulaire et notamment aussi ces différentes variantes composantes. J'espère qu'à la fin de cette conférence, les participants ont une idée beaucoup plus générale des opportunités qui peuvent être exploitées parce que finalement, on en a vu que ces opportunités existent. Et autre chose aussi, c'est témoigner notamment le fait que l'Université protestante au Congo, nous sommes ouverts pour que ça ne soit pas la dernière conférence. Et surtout que je vois que là, vous avez essayé de résumer. Et pourquoi pas voilà, envisager encore une autre opportunité qui peut se mettre en place à ces niveaux. Voilà, donc à moins de vouloir aussi dire quelque chose ou peut-être sur votre école ou autre chose ou un mot de la fin. Écoutez, moi, vraiment, je tiens à vous remercier infiniment pour déjà cette belle organisation, pour les personnes qui ont pris du temps pour ce sujet qui est pour moi important. Et je pense que vous le savez, hein, c'est un sujet essentiel, même s'il y a beaucoup de freins. On n'a pas parlé des freins, de la gestion des risques et tout, mais ça fait aussi partie du travail. Mais oui, on peut avoir des développements futurs. Moi, je vais organiser une conférence de rentrée à mon école, je vous y inviterai. Et puis, je reste disponible si certains ont des questions plus particulières ou ont besoin de ressources, je sais pas, de ressources documentaires ou de discuter avec des personnes de l'Institut, etc. Je serais ravie de vous mettre en relation avec des personnes de mon entourage ici à Paris, de mon école, de mon institut, avec grand plaisir. Donc, on démarre une coopération et j'espère qu'elle se poursuivra. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Dominique. À tous. Merci, Patrick. Oui, Bonnet. Et à tous et à toutes et à tous, nous vous disons bon après-midi et nous allons vous inviter notamment à une prochaine séance de conférence en ligne. On sait qu'en République démocratique du Congo, on a déconfiné et bientôt nous allons reprendre certaines activités d'enseignement en présentiel, mais cela ne nous empêche pas de garder toujours une certaine distanciation
social et de privilégier cet outil parce que vous voyez, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des orateurs et oratrices d'ailleurs et tout en restant chacun chez lui, on a la possibilité de changer. C'est génial. Oui, oui, moi je trouve ça fantastique. Ça ouvre, vous voyez, ça, finalement, ce confinement, paradoxalement, ça nous donne des ouvertures fantastiques. Donc, merci encore. Hein. Ok, voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Un bon été. Voilà, et à bientôt. Au revoir. Ok, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.